Bonsoir les Itata, César Fenou revient vous voir avec un invité difficile à classer tant ses activités ont été nombreuses. Chef d'entreprise, dirigeant de club, fou de sport automobile, passionné de musique, propriétaire de boîte de nuit, amoureux de la fête et j'en passe. Aujourd'hui, il se bat contre une grave maladie. Il a beaucoup à nous raconter. Bonsoir Jean-Pierre Lavater. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à Zizi Tata et bonsoir à tes téléspectateurs. Et merci de m'avoir invité à votre belle émission. Alors je dis Jean-Pierre Lavater, mais tout le monde te connaît comme étant Pierrot Lavater. Oui, très peu de personnes me connaissent pour Jean-Pierre Lavater. Tout le monde sait c'est Pierrot Lavater. Voilà. Alors je t'ai présenté en quelques lignes, mais c'est une petite partie en fait c'est forcément une présentation réductrice parce que tu as eu tellement d'activités. Qu'est-ce que tu aurais ajouté par rapport à ce que j'ai dit là? Bon, j'ai tellement de choses à ajouter, mais en fait, ma vie était faite de plusieurs vies, je vais dire ça comme ça. Et à chaque fois, c'est une étape que j'entame et j'entame une autre, et puis voilà, quoi. C'est ça. Mais il faut avancer. Et jusqu'ici, mon parcours, bon, je ne m'en plais pas. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais enfin, j'ai pu me débrouiller comme il fallait. Mais tu traverses là en ce moment, tu as connu d'autres épreuves, mais là tu traverses une épreuve particulièrement difficile. Avec cette maladie, tu souffres d'une leucémie pour laquelle tu es en cours de traitement, en voie de rémission, on l'espère. Mais ce n'est pas facile parce qu'il y a aussi derrière ça quelques tracas qui viennent se greffer à la maladie elle-même. Oui, alors ça, c'est très compliqué. Moi, je vis quelque chose où, lorsqu'on n'est pas dedans, on ne se soucie pas. Donc aujourd'hui, malade, bon, j'ai dit, je n'ai pas le droit de me taire sur ce qui se passe. Moi, je me considère comme un miraculé, dans la mesure où il y a beaucoup de patients qui sont partis, des amis que j'ai connus, qui sont décédés. Et à cause de cette maladie, c'est une maladie qui est mortelle, hein, il faut le savoir. Elle est foudroyante aussi, des fois. Et moi, je me considère comme un miraculé. C'est pour cela que je me suis donné les moyens, le très peu de temps qu'il me reste, à œuvrer pour ceux qui viennent, pour les malades qui sont là, qui sont en attente de greffe. Mais aussi, il faut dire que notre système a une défaillance parce que, je prends mon exemple, à l'heure où je parle, je ne devais pas être à la Martinique. Je devais être dans un hôpital à Villejuif, c'est l'hôpital Gustave Roussy. Depuis lundi dernier, je devais subir de gros examens pour pouvoir évaluer l'évolution de ma maladie, si c'est positif ou c'est négatif. Le système ici m'empêche de partir pour aller me soigner. Malgré que j'ai fait les pieds et des mains pour cela, je dis que nous avons un souci ici au niveau de la sécurité sociale et il y a beaucoup de gens qui appellent, qui font des coups de gueule au niveau de cet organisme. Je crois qu'il faudrait qu'on se remette en question parce qu'on ne peut pas jouer avec la santé des gens. C'est pas possible. Des gens qui viennent dans un bureau et puis qui décident ça et ça, c'est pas faisable. Et je tenais à dire à tous ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui souffrent dans leur coin, de tenir bon. Mais je pense que tôt ou tard, ces dirigeants-là vont se remettre en question et penser qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'exprimer comme moi je peux le dire. Mais comme je suis celui qui ne cache pas les choses, parce que les gens me connaissent aussi pour ma grande gueule, parce que je dis ce que je pense et je ne vais pas me retenir. Alors on va en reparler dans la troisième partie de l'émission. On parlera notamment de l'association que tu es en train de créer pour le don de moelle osseuse. Absolument. Mais on va commencer par ton parcours dans la rubrique Kimounouye. Bon, on l'a bien compris, Pierrot Lavater, c'est aussi une grande gueule, mais pas que ça. Quels sont tes traits de caractère principaux? Moi, j'étais forgé très petit, après la mort de mon père.
On va voir d'ailleurs une photo de ton père pendant que tu parles de lui. C'est ça qui a forgé mon caractère, parce que mon père, lui, était notable de Fort-de-France, et nous avons été éduqués d'une manière où à la maison on se vouvoyait. On se vouvoyait, il n'y avait pas de musique comme la Begin, c'était des trucs de Mozart qui étaient à la maison. Musique classique. Musique classique. Donc, une éducation stricte alors? Stricte, très stricte, hein, c'était ça. Hein. On avait à la maison, on avait le temps, on disait deux servantes qui habitaient sur le site. Hein. À table, on ne s'asseyait pas à table comme ça, on se glissait la chaise sur les fesses. Tu te tenais à table parce que mon père invitait beaucoup, peut-être j'ai pris ça de lui, invitait samedi, tous les notables de Fort-de-France étaient à la maison. Donc il y a ça, et c'est après la mort de mon père, je me suis forgé une carapace, c'est-à-dire que soit je portais, il y avait deux branches à choisir, celle où tu te bats, tu vas chercher quelque chose, ou celle où tu pars dans la délinquance. Donc j'ai choisi celle de se battre, qui était un parcours plus difficile pour être ce que je suis. Donc c'est pour cela que je donne toujours une image, mais la vraie image, l'image que je donne, elle est abstraite. La vraie image, on ne l'a pas. Alors on voit cette photo de ton père qui était escrimeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Alors, mon père, c'était l'un des premiers horlogers de la Martinique. Voilà. Horloger. Horloger de la Martinique. Je sais qu'il y avait notre collègue à lui, c'était le père de Daniel René-Kouaï. M. René-Kouaï, c'était un des premiers horlogers de la Martinique. Mon père, c'est le premier à avoir amené une moto à la Martinique. Bon, il a fait l'escrime, ce qui nous a amené aussi à faire de l'escrime à mon jeunesse. C'est un sport qui est très difficile, il faut avoir beaucoup de jambes, et il faut être fort dans ce sport-là. On voit ce sport, mais c'est un sport qui demande beaucoup en conditions physiques. Et voilà, et c'est à partir de sa mort que j'ai pu me forger un caractère. Il est mort, tu avais quel âge? Mon père est mort, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Donc c'est tôt. C'était tôt, surtout que je n'ai pas connu ma mère. Bon, j'ai connu ma mère après la mort de mon père, qui a fait ce qu'elle pouvait, hein, parce qu'elle n'avait pas les moyens de mon père. Hein. Donc c'était une autre façon de vivre qui n'était pas celle de mon père, qui était un peu difficile, mais la pauvre malheureuse, elle s'est débattue comme elle pouvait. Bon. On va voir cette photo de toi, Pierrot, petit garçon. Ah oui. Quel souvenir? Alors là, tu es tout petit, donc peut-être pas le souvenir de cette époque, mais tu as grandi où, par exemple? Dans quel... À la rue Lamartine, mon père. À Fort-de-France? Nous habitions à la rue Lamartine, et mon père avait loué à l'année une maison secondaire à Lance-Madame à Chelcher. On avait comme voisins les Biroirs, les Aubry. C'était une très belle période, cette période-là. Et quand je me vois petit, je dis, mais c'est un petit bonhomme. Tu étais un enfant comment? Sage, turbulent, il était à courir tout partout? Non, tu sais, l'éducation ne te permettait pas de courir. Oui, c'est ça. Ah non, non, on était éduqués et tu ne faisais pas n'importe quoi. Tu comprends? Combien d'enfants dans la famille? Alors, nous sommes trois. Le même lit, il y a mon grand frère qui est de notre lit, et puis il y a une grande sœur que je n'ai pas connue, mais qui est partie, et notre grande sœur. Donc voilà. Et mon père, c'était un gars qui était tellement caractériel, c'était un gars qui... C'était pas un homme facile, hein, mon père. C'était une sorte d'éducation, mais c'était respecté aussi à Fort-de-France. Donc voilà. Et son décès, quand tu as 11 ans, crée un déclic, quelque part? Oui, son décès, alors, ce qui s'est passé, bon, pour moi, c'est-à-dire que on était en vacances et on descendait, j'étais descendu avec la servante, voir mon père pour pouvoir faire le marché. On a trouvé porte close. Et à ce temps-là, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone comme avant. Donc, ce qui fait qu'on a cassé la porte, on a trouvé mon père mort. Donc, j'ai vécu ça.
J'ai vécu ça. Traumatisant pour un enfant. Voilà, c'était un choc pour moi. Et à partir de cela, bon, on peut faire ce qu'on veut, mais on a cette image-là qui est là jusqu'ici. Et c'est bizarre parce que la veille, ce que mon père ne faisait jamais, en partant de la maison la veille, avant de retourner à la rue Lamartine, mon père a chanté, il ne chantait jamais. Il a chanté pour nous et puis le lendemain, c'était ça. Donc j'ai cette image-là et c'est ça aussi qui fait que j'ai fait un choix dans ma vie, mais ce choix-là était difficile parce que le choc qu'on reçoit, personne ne peut l'évaluer. Comment on se reconstruit justement après un choc comme celui-là? Par exemple, ton adolescence, après le décès de ton père, comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est-à-dire il faut dire que ma mère n'avait pas les moyens de mon père. Bon, alors moi, j'avais fait un choix de m'occuper de ma petite soeur, de mon petit frère. Et bon, tout en apprenant à l'école, convenablement. Et puis, j'ai rencontré un professeur, comme je l'ai expliqué une fois, c'était M. Denise, qui était président du Goodlock. Et je lui disais que j'allais quitter l'école pour pouvoir aider ma petite soeur, mon petit frère. Il m'avait dit non, pas du tout, parce que j'étais le meilleur en classe, le plus brillant, c'était impossible. Et je lui ai dit, je vais le faire quand même. Il m'a dit, on fait un deal. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu viens chez moi prendre des devoirs et tu me les ramènes. Alors ça s'est passé comme ça pendant des années. J'ai aidé mon petit frère, ma petite soeur à partir, faire des études. Et à partir de ça, je me suis occupé de moi. Mais toi, tu n'es pas parti? Je ne suis pas parti. Je suis resté parce que ce temps-là, c'était pas évident. C'était pas évident, il fallait mettre l'argent de côté, il fallait faire tout ça. Et puis, une fois ça a été fait, moi, je me suis occupé de moi après. On va voir une autre photo, alors beaucoup plus tard. Une photo, on va dire, où on te retrouve un peu... Il y a un petit côté Django sur cette photo. Ah ouais, cette photo-là, on m'avait kidnappé. C'est-à-dire? Il y avait des filles qui m'avaient kidnappé. Mais c'était le bon temps, cette photo-là, c'était le temps où j'étais au tam-tam. C'était le bon temps. Oui. Et puis, il y a aussi les... Mais là, on voyait déjà ton goût parce que tu es quelqu'un qui a toujours aimé bien s'habiller, voilà, avoir un vrai style vestimentaire, quoi. Oui, parce que, tu vois, la photo, je suis petit. Depuis petit, on a toujours été bien habillés. Et je me souviens même... Parce que c'est-à-dire tout ce que je le fais pour moi, je ne le fais pas pour les autres. Je prends un exemple, pendant que je travaillais pour pouvoir permettre à mes petits frères et mes petites soeurs de s'en aller, je me souviens que j'ai économisé pendant 3 mois pour m'acheter une chemise qui me plaisait. Donc tout ça, je le fais pour moi, pas pour les autres. Bon, c'est vrai que j'aime la mode, j'aime les belles choses, c'est ça, c'est moi. Autre chose de très très important pour toi, c'est l'amitié. On va voir les amis d'enfance. Oui. Et ça, l'amitié, ça a compté très fort, très tôt pour toi. Ah oui, parce que ces gars-là, Darnal, Victor Benjamin, Jean-Pierre Ballaire, on était un petit groupe qui habitait. Il y a Philippe Pouy aussi, qui est ancien violoniste de Malavoie. Ouais. On était un petit groupe qui se réunissait chez les Darnal, qui était en face de l'hôtel Bristol. C'était bien parce que ce sont des gens qui véhiculaient une éducation formidable. Il n'y avait pas de mots tordus qui sortaient, on se respectait. Et ces gars, on ne s'est jamais quittés, nous sommes là, on se voit. Quoi. Là, c'était une photo, ils étaient déguisés là. Oui, nous sommes été le carnaval. Le carnaval, c'était le carnaval. C'était le carnaval. Le carnaval que tu adores aussi, et on va voir que tu l'as vécu aussi ailleurs qu'en Martinique. On va voir ça sur une autre photo tout à l'heure. La photo suivante, alors là, c'est le Pierrot adulte qui a mûri, qui fait plutôt playboy. Là, j'étais marié. Là, c'était dans cette période-là, ouais. J'étais marié. Pas playboy, mais bon, c'était moi, quoi. C'était ça. C'était moi. Et voilà. Belle photo. Tu as eu beaucoup d'enfants?
Tu as beaucoup d'enfants? J'ai au total 6 enfants. 6 enfants? Voilà. Et on va voir un de ceux dont tu es très très proche sur la photo suivante, Jean-Charles. Ah ouais, celui-là, je regarde, j'ai les larmes aux yeux. C'est celui qui t'a vraiment beaucoup soutenu, notamment ces dernières années. Je regarde, j'ai les larmes aux yeux parce que ce jeune homme-là, c'est une montagne. Il a un caractère, il a un tempérament, il a un mental très fort, très très fort. Si je suis là, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Si je suis là, c'est grâce à lui. Merci mon fils. C'est grâce à lui. Tu as aussi des filles? Oui, j'ai des filles, j'ai quatre garçons. Et puis des petits-enfants déjà aussi. Ah oui, des petits-enfants. Jean-Charles m'a donné de beaux petits-enfants, Sohan et Sony. Ils sont vraiment adorables. Mais ce garçon-là, vraiment, je dis bravo, bravo. Et il y a des gens qui le connaissent, mais bravo à lui. On va voir maintenant une photo qui illustre à la fois l'amitié, mais aussi une de tes passions, la course automobile. Sur la photo suivante, donc c'est cette photo où tu es avec un de tes amis proches. Oui, mon pote Jojo Vaton. Mon pote Jojo Vaton, on avait fait ce rallye, c'est le rallye Madinina. On avait fait ce rallye sur une Fiat X9 qui n'existe pas en Martinique, on n'avait pas beaucoup. Et Jojo a toujours été mon copilote. Et nous sommes toujours là, quoi. Même si on ne se voit pas, mais on s'envoie des SMS, on est en contact sur les réseaux sociaux. Mais Jojo, c'est un monument aussi, Jojo Vaton. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la course automobile? C'est quoi? D'où te vient cette passion? Alors, il faut savoir que dans le période de ma vie, j'en parle, mais beaucoup de gens ne savent pas. J'étais parti en Guadeloupe pour être ingénieur en électricité. Donc, ce diplôme que j'ai eu. Et ensuite, quand je suis retourné à la Martinique, Berly Clodon, où j'ai fonctionné avec lui avant, je disais à Berly, qu'est-ce qu'on fait? Je suis de retour au pays. Il dit, si on monte une histoire de location de voiture, il m'a dit, pourquoi pas? Et Berly, il achète chez Fiat plusieurs voitures et on installe ça à l'hôtel Impératrice et c'est là que nous avons la location de voitures et c'est à partir de cela, bon, mais les voitures m'ont toujours intéressé et je me suis mis dans la course automobile, mais avant la course automobile, j'étais friand de voitures. Je me souviens que la première voiture, en dehors des autres voitures de traction, noire, c'était moi qui l'avais qui avait fait un garagisme peindre cette voiture. Mais ça avait choqué les gens, mais après, il y a eu l'Alpine Renault 5 qui est sortie en noir. Bon, les gens se sont habitués avec cette couleur noire qu'on voit tous les jours. Bon, c'est ça. Et puis j'ai appris à conduire le soir sur les routes. J'allais m'exercer à conduire. Et puis, j'ai trouvé un moyen de mettre la voiture sur 2 roues. Alors, le soir, je montais sur les circuits comme Bassignac, comme ça. J'allais m'exercer, mettre la voiture sur 2 roues. Et... Même parfois sur 1 roue, parce que sur la photo qu'on voit, la photo suivante, c'était au Grand Prix Auto de Fort-de-France, ah ouais, on a l'impression qu'elle est sur 1 roue, là, la voiture. C'est au Grand Prix de Fort-de-France. Là, il fallait... Là, c'était osé, hein, parce que il faut vraiment ne pas avoir conscience du danger. Mais bon, je l'ai fait. Et ensuite, ce qui s'est passé, je m'amuse à le faire, à telle enseigne que j'avais mis sous la voiture le sponsor. Ah oui? Ah ouais, mis sous la voiture, il y avait le sponsor. Donc il fallait faire voir le sponsor. Il fallait voir le sponsor, et le sponsor était heureux parce que le lundi matin, je mettais la voiture devant son magasin. Donc il y avait un attroupement qui regardait la voiture et ça permettait aux gens d'entrer dans son magasin. C'était une très belle période. Il y avait de très bons coureurs, de le temps. Et puis l'amitié était forte ce temps-là dans le sport automobile parce qu'on avait un plaisir
de se rencontrer tous les mercredis, de se rencontrer pour les réunions d'après-course, d'avant-course. C'était sympa, il y avait la camaraderie, il y avait l'amitié. Et depuis, ça a beaucoup changé. Hein. Bon, ça a changé parce que les machines ne sont plus les mêmes. Et aussi, il y a d'autres contraintes aujourd'hui. Quand on parle par exemple de crise de l'environnement ou de problèmes d'énergie, il y a tout ça. Les machines ont changé, ça a changé, l'évolution a changé. Mais on avait des gens. Enfin, moi, il y a quelqu'un que j'ai toujours admiré, c'était Alphonse Joseph, le frère de Simon. Absolument. Bon, et Simon a continué, Simon fait plaisir à tout le monde, et la fierté des Martiniquais. C'est bien aussi, c'est bien. Alors, une autre de tes passions, c'est faire la fête. Et on va voir que tu as été la faire jusqu'au Brésil. Enfin, jusqu'au Brésil, c'est pas très très loin, mais au carnaval, en bonne compagnie. Alors, au Brésil, pendant quand même 7 ans, j'ai fait le carnaval au Brésil, je n'ai pas fait le carnaval à Martinique. Et je fais un coucou à un ami qui s'appelle Christian Aglaé, et on partait au Brésil, avec toute une équipe, on partait au Brésil faire le carnaval parce qu'on découvre ce que c'est le sambodrome, ce que c'est, quand vous voyez dans une salle où vous avez un orchestre avec 40 musiciens qui jouent sans s'arrêter. Mais c'est formidable, c'est bien réglé, parce que vous avez des loges où nous sommes là, je suis là, c'est dans une loge, et cette loge-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se payer ça au Brésil. Donc c'est bien, parce que la mentalité des gens, c'est différent. Non, ce sont des gens qui sont très bien. C'est plus qu'une institution au Brésil. Ah oui, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. C'est une passion populaire. C'est vraiment la fête, c'est vraiment la fête avec lettre majuscule. Ouais. Bon, il y a eu des moments moins agréables, Pierrot. Sur la photo suivante, on va te voir avec un œil... Ah ouais, ça c'est mon... Alors là j'étais... Avec ce pansement sur l'œil qui était, voilà, c'était peu de temps après un... Voilà, alors j'étais directeur artistique de cette boîte-là, qui s'appelle, c'était le Zenakis. Et j'ai eu un accident à l'œil, où j'ai perdu l'œil. Et ce jour-là, c'était mon premier retour dans la boîte, où j'étais accueilli par des amis, des copines, tout ça. Ils ont fait une Ève à l'entrée en applaudissant, et voilà, c'était ça. Bon, c'est une partie de ma vie encore c'est le mental qui m'a fait continuer, parce que bon, je suis un sacré miraculé, parce que là, cet accident-là, je perdais la vie. À 2 centimètres, je perdais la vie. C'est le lanceur de pigeons qui m'a pris à bout portant. Donc c'est un accident de tir. Accident de tir. Je faisais la compétition de tir aussi. J'avais commencé premièrement à la Cidatelle, ensuite chez Kishnama à Rivière-Pilote, et après je me suis licencié à la batterie à Trinité, où je faisais du backstrap, et je partais aussi à la chasse à Cuba, voilà, ce temps-là. Et quand on est comme toi, quelqu'un de très, très jovial, qui aime faire la fête, qui cultive beaucoup l'amitié, qui aime sortir, etc., perdre un œil, c'est forcément quelque chose de très pénible pour tout le monde, mais voilà, c'était un dur moment. C'est pénible parce que je me souviens que quand l'ambulance m'a amené à la Ménard, j'appelais mon frère qui est cardiologue, je disais d'appeler Georgissa, de me mettre dans l'avion, de me transférer à tel lieu. Mais entre-temps, tous les amis médecins, je ne vais pas oublier, docteur Hidar, docteur Brafine, tout ça, et ils sont venus et ils m'ont dit, bon, on va voir ce qu'il y a. Et je me suis réveillé le lendemain, j'ai trouvé mon frère assis à 4 h du matin dans le fauteuil. Il m'a dit, ça va plus tard. Et quand j'ai touché mon visage, j'avais une coquille. Et c'est le lendemain, à la visite des médecins, le médecin m'a dit, monsieur Lavater, vous avez perdu l'œil, voilà. Et voilà, c'était ça. Et il fallait assumer. Puis après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, ami, tu as frisé la mort, tais-toi. Oui. Avance. Quelque part, voilà, c'est... Voilà, avance. Ça a toujours été ma devise, ne pas se plaindre et d'avancer.
Et on va voir d'ailleurs, alors tu es quelqu'un qui a beaucoup utilisé les réseaux sociaux, qui utilise toujours notamment Facebook, entre autres, et tu as souvent publié sur les réseaux sociaux, on va avoir un exemple, des mots ou des textes pour montrer que que tu te battais, que tu ne te laisses pas faire, et là c'est le « je suis fort parce que j'ai été faible », etc., etc. Oui, je suis méfiant parce que j'ai été trahi, ça c'est vrai. Je ris parce que j'étais triste. Aujourd'hui, je vis au jour le jour, car demain n'est sûr. Rien n'est sûr. Bonne journée, mes vrais amis. Ça, c'est tellement vrai, ce que j'avais écrit en 2019. Et dans ces mots, je retrouve ce qui se passe aujourd'hui. Je suis celui que je suis. Je suis fort parce que j'ai été trahi. Faible. Ce qui se passe, alors on vit des choses lorsqu'on est debout, on trouve des gens autour de vous. On trouve des gens qui rigolent avec vous. Et personnellement, le parcours de ma vie m'a toujours amené à tendre la main. Même si je n'ai rien, j'ai toujours tendu. Et puis vous constatez que le jour où tout s'effondre, vous voyez que tous les gens disparaissent. Les gens disparaissent et vous voyez qu'à ce moment-là, vous voyez la trahison. Mais moi, j'ai toujours fermé ma bouche quand je vois. Mais je le savais avant, parce que quand je faisais mon anniversaire, il faut savoir que c'était 800 à 1000 personnes. Mais c'était quoi, en fait? Je n'avais pas besoin de cadeaux. C'était de voir les gens rire, s'amuser. Voilà. Mais mon fils Jean-Charles me l'a dit, je le répète, il me l'a dit un jour, papa, tu as vu le nombre de gens qu'il y a là? S'il y a 4 personnes qui t'aiment, il n'y a pas plus. Ça, je ne vais jamais oublier cette phrase qu'il m'avait dit un jour. Ce jour-là, il y avait 1200 personnes. Ça s'était fait au tam-tam. Mais c'était faire des fêtes comme ça pour ton anniversaire ou autre, c'était rendre les gens heureux, être entouré. Qu'est-ce qui était l'objectif? C'était rendre les gens heureux. Parce qu'à chaque fois, les gens pensaient que c'était mes 50 ans. C'était un anniversaire où je faisais comme ça pour rendre les gens heureux. Voilà. Aussi, il faut dire que ce que mon père m'a inculqué, c'était de savoir recevoir. Donc, en recevant, alors si je prends un exemple, des gens qui me suppliaient d'éviter telle personne parce que c'était une amie, parce qu'elles allaient passer un moment agréable. Alors, moi, je disais, OK. Et c'est comme ça monte à 500, 600, 800 personnes, voilà, comme ça. Il fallait assumer. Mais ça, ce texte-là, il est beau. Merci de l'avoir trouvé, publié. On va continuer à parler de tes passions, de ton métier aussi, dans la rubrique Matinique. Alors, je le disais, hein, toi-même tu l'as dit, tu as eu plusieurs vies, tu as eu beaucoup d'activités. Il y en a une qui a aussi beaucoup marqué tes connaissances et un certain nombre de personnes. C'est cette photo de la teinturerie, une des seules, de ce que j'ai compris, une des seules où on pouvait faire ce que tu faisais, notamment de la teinture sur n'importe quel tissu, y compris des tissus usagés. Voilà, alors moi je connaissais rien. C'est un article de France Antilles, je précise. Voilà, moi je connaissais rien dans cela. J'étais en France, j'étais venu pour un week-end, et puis je rencontre un copain, Serge Jérôme, qui me dit, ah Pierrot, monte une laverie, il y a un marché dans ça. Bon, je lui dis, ok, pourquoi pas. Je ne suis pas reparti, j'ai créé cette entreprise. Et chemin faisant, je disais, mais pourquoi faire ce que les autres font? Donc, j'ai cherché, et j'ai dit, bon, j'ai trouvé la teinture. Alors, je suis parti, j'étais m'initié dans ça, mais on me disait que, monsieur, on ne fait pas ça pour un vêtement individuel. C'est-à-dire, lorsqu'ils font la teinture, c'est 1000 vêtements qu'ils font teindre dans une machine. Donc, j'ai travaillé là-dessus, et je teignais des vêtements, et puis après, je me suis mis à faire le détachage. Donc, tous les vêtements qui avaient enlever les taches sur les vêtements. Alors, donc, tout ça aussi, c'est de l'apprentissage. Et puis, j'avais créé un laboratoire qui me permettait
de chez moi, une salle de bain qui me permettait la nuit de me lever et puis de faire des expériences. Mais peut-être c'est ça, peut-être aussi qui m'a donné la maladie, de faire des expériences. Et j'étais le seul à la Martinique et à la Guadeloupe, de la Caraïbe, qui arrivait à faire ça, à lever les tâches. Ouais. À telle enseigne qu'il y a eu de grands couturiers métropolitains qui m'envoyaient, qui m'expédiaient des robes assez chères, hein, des robes qui coûtaient 4 000 €, qui étaient tachées, qui étaient enfermées dans des dressings, qui m'envoyaient pour détacher. Et j'en envoyais et j'étais le seul. Et même quand j'arrivais en France, on m'appelait Pierrot le fou. Parce qu'ils disaient que pour pouvoir faire ça, c'est pas évident. Donc il y a eu à la fois la formation, tu es parti beaucoup en Allemagne pour te former, je crois. Ah, voilà, mais il y a aussi tout le travail que tu as fait de recherche toi-même en faisant notamment des expériences sur les vêtements. Voilà. Ça a duré combien de temps la teinturerie? Oh mon Dieu, j'ai fait 30 ans dans ça, plus de 30 ans dans ça. Hein. C'est-à-dire que 30 ans dans ça, de bons et de mauvais. Et tu as dû la fermer il n'y a pas très longtemps. Alors oui, c'était fermé parce que c'est mon fils qui avait repris un moment parce que je me suis retrouvé, moi j'étais fatigué. Quand vous êtes comme ça, je lis dans le guidon et au niveau de la paperasserie, bon, j'ai passé la main à mon fils qui était le gérant. Et puis, voilà, la maladie est venue, donc ce qui fait que, bon, même au niveau des écoles, j'ai voulu former vous savez, des gens ne sont pas intéressés parce que ça demande un temps assez long pour pouvoir apprendre à maîtriser le sujet. Ouais. Voilà. La musique n'est jamais très loin dans la vie de Pierrot Lavater. Ah non. On va voir cette photo et on va voir dans la foulée une vidéo. Alors cette photo, elle a une histoire. Oui. Les Rico Diaz. Les Rico Diaz. Ça c'est une photo, ça c'est au tam-tam. Là, on a en partant de gauche à droite, on a Combo, Géry, Essou et Bernard. Cette photo du tam-tam, c'est vraiment... on a Chico Djelman aussi, je n'avais pas vu Chico Djelman. C'était un groupe, il y avait à la fois des Africains, des Martiniquais, des métropolitains. Oui, il y avait un métropolitain. Ceux qui étaient Combo, les autres étaient africains, Géry, Freddy, Essou. Il y avait, un moment, il y avait Marie-Jo Proaget qui est décédé, il y avait Chico Djelman, et il y avait Mawa qui est toujours ici. Et c'était un groupe qui a marché très très fort en Martinique dans les années, début des années 70, grosso modo. Voilà, c'est un groupe qui a marché, qui a laissé son histoire à la Martinique. Il y a des gens qui existent, qui sont nés grâce à ce groupe, je dis à cause de ce groupe, je dirais grâce à ce groupe. Mais, alors il y a une histoire que tu vas nous raconter, c'est l'histoire du morceau Désarmement. On va écouter un extrait du morceau, et puis on en reparle juste après. Samedi du temps, il connaît qu'à chauffer. Moi et puis Julien, nous à peine assis. Ami Sébini, il demandait pour danser. Permission accordée, Julien Jadou. Eric enchaîné, si rythme tout mêlé. Ça qu'a fait tant de minutes, moi pas vrai Julien. Moi fais anti-enquête, mais c'est vous que la bala. Ni même pas Julien, la moins désarmé. Mi problème désarmement. Mi problème enlèvement. Problème désarmement. Alors ceux qui ont mon âge, notre âge, se souviennent de ce morceau-là. Ouais. Et toi, tu as une histoire particulière parce que tu as vécu un peu la création de ce morceau. Oui, alors j'habitais au Tam-Tam en ce temps-là. Et effectivement, il y avait une partie des musiciens qui habitaient au Tam-Tam. Et sous le côté, on va dire côté ouest du Tam-Tam, il y avait des femmes des musiciens qui étaient à César. Et puis cette fille, je l'ai vue danser avec un gars. Mais tu sais, le Tam-Tam, c'était full avec les Rico Diaz. Hein. Et à un moment, l'enquête qu'il dit, Issou m'appelle, il me dit « Pierrot, t'as pas vu Juliette ?» J'ai vu la fille danser. Je dis « Non, j'ai pas vu Juliette. » Il m'a appelé, m'a harcelé pendant 7 fois en me disant « Tu n'as pas vu Juliette ?» Il dit « Non, Issou, j'ai pas vu Juliette. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la musique. Il a arrêté la musique. Et puis, la fille qui savait que la soirée se terminait à telle heure, se pointe à telle heure, eh bien, elle est arrivée dans un champ vide et Issou l'attendait. C'était une histoire terrible. Et le lendemain, j'entends vers les 9 h, j'entends frapper à ma porte et c'est Issou, il me dit « Tu nous ouvres
Parce que le tam-tam, il faut savoir, c'était une sorte de cave, c'était Oui, tout à souterrain. fait, absolument. Il me dit, tu nous ouvres la Sur cave. la route de Redoute à Fort-de-France. Voilà, tu nous ouvres la cave. Et les gars ont commencé, je suis descendu. Bon, les voix, j'étais là, je me suis couché sous un fauteuil dans la cave. Les gars ont commencé à souffler, à jouer à la guitare. Vers midi, Issou donne à Freddy le texte. Et à 14h, le morceau était fait. Et c'était sur cette histoire avec cette femme. Voilà, Jouma au Tam Tam. Les gars ont fait ça à peine en 24 heures. C'était la force de cet orchestre-là, de ces types-là. C'était des géants parce que les gars composaient à n'importe quel moment. On est là ensemble, on parle, on discute. Va te faire un morceau comme au Copon Noir d'antan. Ils l'ont fait le soir même. Ouais, vraiment cet orchestre-là, c'est un monstre. Et moi, je fais un coucou, à Marois, à Jacques Michelin, qui est là toujours et qui joue ces morceaux-là, les morceaux d'Erico Diaz. Mais lui aussi, c'est un monstre parce que c'est un monument de la musique parce que ce type-là, il chante tous les morceaux. Et vraiment, vraiment, Jacques Michelin, je lui tire mon chapeau. Alors, tu as parlé du tam-tam, tu as aussi parlé de l'impératrice, tu as parlé de Béali Glodon. Ouais. On va voir la photo. Tu dis que ça a été ton mentor. Oui, alors Béali. Béali. Mais ce type-là, c'était, je vais employer le mot encore, c'était un monument Béali. Ceux qui ont connu Béali, c'est lui qui créait cette fête-là. Lorsqu'il y avait le carnaval, parce que maintenant le carnaval à Fort-de-France, on voit tout le monde venir près de l'impératrice. Mais c'est Béali qui réunissait les amis près de l'impératrice. C'était le lieu de rencontre des amis à l'impératrice. Le tam-tam, c'était Béali. C'est Béali qui a créé les soirées Touloulou. Touloulou, voilà, c'est ça. C'est Béali qui a créé ça. Inspiré du carnaval guyanais. Ah oui, Béali, c'est... Quand ce type-là... la veille, nous étions ensemble. La veille, nous étions ensemble en boîte. Et en partant, il me fait un signe de la main. Et la veille de son décès. La veille de son accident, il avait fait un AVC. Il me fait un signe de la main comme ça, et le lendemain, j'avais une maison secondaire à Tartane. Et sa nièce, Tilda m'appelle, je me réveille, je vois 20 appels de Tilda. Elle m'appelle, je dis, Tilda, qu'est-ce qui se passe? Béali a un problème. Je dis ça comme ça, Béali a un problème. Elle me dit, oui, Pierrot. Béali est à la maison, il a fait un AVC. Et on l'a suivi tous les jours, Ghislaine, Jean-Pierre, nous tous nous étions à Ménard tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit parti, parce qu'il a fait un AVC terrible, parce qu'il ne s'est jamais remis. Mais c'était un type, c'était mon mentor, c'est lui qui m'a appris le monde de la nuit, qui m'a appris comment faire les choses. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'un jour, j'avais pris le Saint-Georges Club, et il était venu me voir, et puis il a souri. Il a souri parce qu'il avait senti que l'élève avait dépassé le maître. Et c'était ma plus belle récompense, mais c'était fou. Ce type-là, je ne peux l'oublier. Il reste là toujours dans mon cœur. Quelqu'un d'autre avec qui tu as aussi une histoire particulière, sur la photo suivante, c'est... Pipo, Jean-Philippe Martelly. Alors lui aussi, il traverse des moments difficiles en ce moment, on pense à lui. Oui, Jean-Philippe Martelly. Parce que Jean-Philippe Martelly, comme j'ai toujours dit, moi je ne l'ai pas connu en Cassave. Je l'ai connu du temps, on se rencontrait à la rotonde avec Raymond André, tout ça. Bon, c'était l'époque un peu avant Opération 78. Voilà, Opération 78 avec Simon Girard. Et nous sommes aussi des amis. Et quand Pipo est entré dans Cassave, je me souviens, quand j'ai regardé son premier concert, j'étais dans ma berceuse. Et j'étais un homme heureux, fier. Je dis, regardez mon Pipo. Et on ne s'est jamais quitté. Pas plus tard qu'hier, je l'avais au téléphone. Bon, ça va, il est là-bas, ça va mieux, ça s'améliore. Ça va mieux. Il se bat, ça va mieux. Il commence à devenir autonome, c'est bien, c'est bien. La musique, Pierrot, c'est une grande partie de ta vie. Alors, tu n'as pas fait carrière dans la musique, mais tu
tu as eu des établissements, Voilà. boîtes de nuit, Voilà. puis tu as un nombre incalculable d'amis dans la musique. Alors voilà, c'est clair. Bon, j'ai commencé par le Tam Tam, après c'était le Saint-Georges Club, ce qu'ils appellent Manhattan. Après j'ai fait le Manikou Night, Victor Manikou Night. Après c'était le Joker. Ensuite j'ai fait le Xenakis. Voilà. Donc j'ai fait toutes ces boîtes. Et ça, c'est parce que tu aimais la vie nocturne ou parce que c'était un moyen pour toi d'allier à la fois la musique et la fête? Alors, j'aimais la vie nocturne, il y avait tout dedans. La vie nocturne, il y avait la fête, et puis il y avait la relation, parce que la nuit, c'est une autre vie que la journée. Dans la nuit, on vit quelque chose de différent, on vit de la complicité. Quand vous êtes gérant d'une discothèque, vous êtes comme un médecin. Vous avez le secret médical. Parce qu'il y avait des gens qui venaient, comme je disais, il y avait des gens qui venaient, là, dans la boîte, il fallait se taire. Le mari d'un tel venait, il fallait se taire. La femme d'un tel venait, il fallait se taire. Vous avez un secret professionnel à garder dans la boîte. C'est tout à fait différent de ce que nous vivons la journée. Donc, moi, je vivais ça. Et bon, je prenais plaisir parce qu'on rencontrait des gens. Et aussi, je faisais très attention. Parce que, vous faites la fête. J'appelais ça, mes soirées, c'est là où se passe la fête. Mais quand vous êtes là, vous savez que vous êtes quelqu'un, que vous serez entouré de pas mal de gens, parce que c'est vous qui créez la fête. Et parmi ces gens-là, il faut savoir qu'il y a des hypocrites, il y a des gens qui sont pas sains, il y a des gens qui viennent parce que c'est là. Bon, c'est pas des gens qui vous apprécient, il y a des gens qui sont là et qui vous en veulent. Bon, ben, moi je me mettais au-dessus, je prenais un peu de hauteur par rapport à tout cela, et puis j'avançais. Bon, et puis, pour répondre à ta question, j'ai connu pas mal de musiciens qui sont des amis, et qui sont toujours là. Bon, dans mes projets à venir, ce sont des gens que je vais solliciter pour réaliser certaines choses. Il y a eu la musique et puis il y a eu aussi le sport, notamment en tant que dirigeant à l'Espoir de Floréal. Alors, avant l'Espoir de Floréal, j'étais aussi directeur de course. Directeur de course dans le sport automobile, commissaire. J'ai formé des commissaires. J'étais aussi à la commission de retraite permis à un moment par rapport à mon poste que j'avais au sport automobile. Après, le sport de Floréal, c'est mon quartier où j'ai habité là, après la mort de mon père. Et j'ai vu ce club se former. Et puis, à un moment, j'ai pris la direction. Nous avons gagné des titres, nous avons gagné pas mal de titres. Et puis, c'est bien pour ce club. Et, hier soir, j'y étais. Le nouveau comité m'a invité à voir quel est l'état du club. Mais je lui souhaite beaucoup de courage parce que... C'était un investissement aussi personnel parce que tu as passé pas mal de temps à l'Espoir de Floréal, avec beaucoup de victoires aussi. Oui, beaucoup de victoires, mais c'est personnel parce que moi j'avais mis ce club à un stade qui n'était pas un club, c'était à la limite, c'était une ligue. Par exemple, j'avais un journal que je faisais qui était distribué dans les avions. Même que je suis arrivé à la Fédération française de handball, on m'a demandé si j'étais une ligue. J'ai dit non, je suis un club. On m'a dit comment un club peut faire ça. Et puis, j'ai honoré nos champions. Un champion jouait la bâtie. Oui, on va voir tout à l'heure, dans la dernière rubrique, on va voir cette fameuse fresque, effectivement. Et voilà. Et puis, tu as rencontré aussi de très nombreux dirigeants de la Fédération française, mais aussi des grandes marques, Adidas par exemple, et des grands joueurs. Oui, Adidas, oui, c'est un monsieur que j'ai rencontré, qui s'appelle Ivo Kumo, qui était chez Adidas. Mais c'est pour ça que je dis des fois qu'il faut qu'on se remette en question. Ce monsieur qui est très simple, qui avait un poste important à la fédération, c'est lui qui faisait les contrats de Stonga et de mon fils. C'est lui qui gérait l'équipe de handball de la fédération. Et jusqu'ici, nous avons de très bons rapports. Bon, il a monté sa propre boîte. Et au mois d'avril, j'étais à l'hôpital, il m'a dit, écoute Pierrot, tu viens chez moi à Saint-Malo, passer quelques jours. Et
j'ai passé quelques jours chez Blas et Malo. Ce sont des gens qui ont une valeur extraordinaire. Ouais. On termine cette rubrique matinique, on va accélérer un petit peu, avec une photo que tu as voulu pour rendre hommage aux femmes, aux mères. Tu es entouré de toute une série de femmes et de belles femmes, et de jeunes filles aussi. Et tu as tenu à rendre hommage aux femmes en général. Oui, parce que le plus souvent, on oublie le travail des femmes. Trop souvent, on essaie de récolter le fruit de leur travail. Et ces femmes-là, je porte beaucoup de respect parce que ce sont des femmes qui ne font pas de bruit, qui gardent la souffrance intérieure et avancent et font fleurir leurs gamins. Alors moi, je porte beaucoup de respect à ces femmes-là qui souffrent, mais qui sont là. Voilà. Alors, la femme reste le poteau-mitant chez nous. C'est le poteau-mitant et les femmes que j'ai fréquentées m'ont forgé, m'ont montré autre chose que ce que j'avais dans la tête, la sagesse, le comportement. Et moi, je tiens à remercier ces femmes-là parce que c'est un dénominateur commun de la paix, de la tranquillité, le respect. On termine l'émission avec la rubrique politique. Alors on va parler de tes engagements, on en a vu déjà certains, et notamment cette première manifestation contre la violence que tu avais organisée en 2013 sur la savane. On en voit l'affiche sur cette photo, et c'était voilà, la violence, notamment dans les quartiers, t'inquiétait beaucoup. Ça m'inquiétait beaucoup, et je constate, j'ai fait ça en 2013, et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui très concernés par cela. Et hier soir, le président de l'Espoir de Floréal me disait, Président, nous allons reprendre ton opération, la journée sportive et culturelle contre la violence. Alors ça m'a fait plaisir parce que nous sommes touchés par cette violence qui aujourd'hui qu'on ne maîtrise plus. Et je disais aussi que les dirigeants, les bénévoles d'aujourd'hui sont dans une galère parce que l'éducation d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Oui. Moi, président, les joueurs m'embrassaient. C'était le respect. Les clubs disaient comment se fait-il que les joueurs embrassent le président? Ce n'étaient pas des enfants, c'était des seniors qui embrassaient le président. C'était une marque de respect. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si un joueur, je lui dirais, bon, tu ne me donnes pas la main, je ne suis pas ton ami, et tu embrasses le président. Bon, moi, je souhaite beaucoup de courage à tous ces bénévoles dans les associations. Je leur souhaite beaucoup de courage et je leur dis de tenir. Ils ont une lourde tâche dans la mesure où ils doivent faire pratiquer le sport, mais en même temps éduquer l'enfant. Oui. Alors c'est compliqué. Donc en plus on est bénévoles. Moi j'avais interpellé le ministre des Sports une fois en lui disant qu'il fallait revoir le statut des bénévoles parce que ces gens-là ils prennent de leur poche, ils font tout et ils sont même pas récompensés. Beaucoup de leur temps. Ils ne sont pas récompensés. C'est triste à le dire. Moi je ne sais pas aujourd'hui si je veux plus être président d'une association sportive, je ne sais pas. Bon, il faut avoir un tempérament, il faut avoir des gens solides. Tellement ça a changé. Ça a changé. Il faut avoir des gens solides autour de vous, des gens qui parlent le même langage. C'est quelque chose de je ne sais pas. Mais ton investissement avait été reconnu. On va voir cette photo avec Victor Eustache, ancien président du COSMA. Tu avais été salué comme l'un des présidents de l'année par le COSMA, ancien. Oui. Je tiens à les remercier. Ils m'avaient fait un super trophée. C'était le comité régional olympique et sportif de Martinique qui a changé de nom aujourd'hui. Le meilleur président de l'année. Je tiens à remercier Eustache. Ils m'avaient fait un super trophée que j'ai toujours. C'était un moment agréable et reconnaissant. Bon, maintenant, je pense qu'il faudrait faire davantage pour récompenser tous ces bénévoles qui travaillent dans l'ombre, qui ne parlent pas. Mais c'était un moment qui était fort, que je n'oublie pas.
Et puis la valeur d'exemple aussi. On va voir cette fresque dont tu parlais tout à l'heure, consacrée à Joël Abati. Aujourd'hui, on ne prend pas suffisamment l'exemple de tous ces hommes et femmes qui se sont investis dans le sport, qui ont réussi, et souvent quand ils arrêtent leur carrière, on les oublie. Et toi, tu t'es battu pour que cette fresque soit peinte. Ah oui, je me suis battu. J'étais seul à faire cette fresque sur un mur de 42 mètres carrés, avec le concours je me souviens, c'était Danny Blameb, qui était le directeur du patrimoine de la CIMAR, qui m'avait donné l'autorisation de faire cette fresque. C'était la première fresque à la Martinique. Elle est à Gaudissart. Hein, elle est à Gaudissart, la première fresque à la Martinique. Et je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Cette fresque-là, je l'ai faite au pied d'un kiosque où il y a des jeunes qui se droguaient. Et je me souviens, je suis allé les voir un jour quand je faisais la fresque pour les impliquer dans le projet. Et c'était très dur. La rencontre était très dure, très violente, mais je n'ai pas cédé. Et au bout d'une heure de temps, il y a un, avec un accent, je me souviens, haïtien, qui m'a dit, s'il y avait des gens comme moi qui venaient leur parler, qu'ils allaient peut-être voir les choses autrement, mais le gars me rappelait que dans la journée, il faisait 3 000 euros. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Mais la fois, c'est là pour montrer qu'il y a une partie, il y a un choix que vous devez faire. Lui, il est là, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, champion d'Allemagne. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites, Donc cette fois-là, c'est ça. C'est ça que ça signifiait. Pour moi, j'ai été très content de l'avoir réalisé, malgré tous les embûches que j'ai trouvées sur mon chemin. Mais elle était là et je suis très content. Pierrot Lavater, on termine cette émission avec le projet, le combat du moment pour vous. C'est cette association, pour toi, pardon, cette association de donneurs de moelle osseuse. Alors, explique-nous un petit peu quelle est la démarche aujourd'hui pour cette association. On rappelle que toi-même, tu souffres d'une leucémie, donc c'est une maladie grave, que tu as été greffé partiellement. Et là, tu te bats pour en fait créer cette association et récolter, en fait, inciter des personnes à se réunir pour donner leur moelle osseuse. Alors, je tiens à préciser aussi que je ne viens pas faire la concurrence à quiconque. Ça, c'est clair et net. Je ne viens pas faire la concurrence à quiconque. Je viens simplement parce que les hommes ne parlent pas de leur maladie. On me dit que je suis le premier à venir à parler de la maladie. Bon, je le fais parce que j'étais concerné, que lorsqu'on n'est pas concerné, on ne voit pas. Moi, j'étais concerné par le problème. J'ai vu des enfants en souffrance. À la Ménard, au 4e étage, il y a des gens en souffrance, il y a des jeunes en souffrance. Attendent une greffe. Qui attendent une greffe. Et le problème qui se pose, c'est-à-dire que si on n'est pas compatible à quelque chose, il y a des complications qui se posent. Ce qui s'est passé à mon niveau, en parlant avec les professeurs là-bas, dans l'Hexagone, on m'expliquait qu'il y avait deux pays qui sont donneurs de manque de moelle osseuse. Donc il y avait l'Allemagne et les Américains. Donc vous pouvez avoir une greffe à 100% d'un Allemand et au fait, c'est avec nos gènes qui sont diversifiés. La compatibilité. Donc il peut avoir un rejet. Donc j'ai dit pourquoi ne pas créer une banque chez nous, mais en Martinique. Est-ce que juridiquement c'est pas compliqué de créer une banque? Non, c'est pas compliqué puisque j'ai déjà reçu des appels de partout, même de l'agence biomédicale de France que je dois rencontrer. Donc c'est faisable. Les gens déjà viennent déjà répondre. Donc c'est à la fois sensibiliser, mais aussi inciter les donneuses potentielles à venir se renseigner pour pouvoir donner leur moelle. Et aussi démystifier. Parce que pour les gens, il faut se piquer dans la colonne vertébrale, un truc comme ça. C'est pas ça. C'est juste une prise de sang qu'on prend dans le creux du coude. C'est juste ça, ou un prélèvement salivaire.
c'est ça. Mais après, vous entrez dans un fichier, on peut vous appeler comme on ne peut pas vous appeler du tout. Pour vous dire, bon voilà, vous êtes compatible avec quelqu'un, vous venez, on vous prend une prise de sang, et c'est de là qu'on récupère la moelle osseuse, c'est tout. C'est surtout ça que je veux démystifier, pour que les gens sachent que c'est juste une prise de sang. Comment est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent se manifester Alors, j'ai créé l'association Un geste, une vie, c'est sur les réseaux sociaux, où on peut venir poser des questions. Il y a mon numéro de téléphone qui jusqu'ici, qui est temporaire, parce que je n'ai pas encore eu le temps de Donc le sigle, c'est UGUV. Hein. UGUV. On va voir d'ailleurs des t-shirts contre la leucémie que tu envisages en fait de... Voilà, alors ces t-shirts sont en fabrication. C'est vrai, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont appelé, qui m'ont demandé, même en métropole, qui m'ont demandé, qui veulent en acquérir. Alors, et puis après, il y aura des événements qui vont se faire avec mes amis musiciens, où je vais créer quelque chose, soit à l'Atrium ou au Parc Floral. Pour collecter des fonds. Pour collecter des fonds. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents, des accompagnateurs. C'est-à-dire que quand vous arrivez, moi je l'ai vécu, quand vous arrivez à l'hôpital, vous savez, en France, les gens ne sont peut-être pas tout près de vous. Eh bien, moi je suis arrivé, je n'ai pas peur de le dire, qu'il y a eu un aide-soignant super gentil qui m'a dit, bon, monsieur Lavater, je prends vos vêtements, je les lave pour vous, je vous ramène lundi. Donc, il faut aussi aider les accompagnateurs sur ça aussi. Et le malade, il faut les aider aussi. Donc l'association s'appelle Un geste, une vie. On est bien d'accord. On peut la trouver notamment sur Facebook. Oui, sur Facebook. Et puis je vais donner plus d'informations. On va mettre ça sur TikTok. On va évoluer. Bon, maintenant, je suis en train de mettre les choses en place. Ça avance très vite. Je suis agréablement surpris. Ça avance très vite. Mais je rappelle aussi, je ne suis pas là pour faire la concurrence à quiconque. Merci beaucoup Jean-Pierre Lavater, Pierrot Lavater pour cette émission. Le temps passe très vite. On a pu finir effectivement sur cette association Un geste, une vie pour laquelle vous vous battez, notamment contre la leucémie et pour le don de moelle osseuse. Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous. C'est moi qui remercie et je remercie Longue Vie à Zizi Tata. Et merci à toi, Amara. Merci beaucoup Pierrot Lavater. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour un prochain 16 à nous. Très bonne soirée ou très bonne journée.